Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne. Toujours ravi de vous retrouver, comme chaque semaine, pour notre rendez-vous Panorama Info. S'il est un pays d'Afrique qui ne fait jamais la une de nos grands médias francophones, c'est bien la Zambie. Ce pays n'est pas une dictature, et depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1964, il n'a jamais connu la guerre. Son multiethnisme n'a pas provoqué de guerre civile, ni de massacre ou de génocide. Et si la malnutrition y prévaut encore, en particulier dans les zones rurales, il n'y a jamais eu d'épouvantables famines comme dans d'autres parties de l'Afrique. Rien donc qui puisse intéresser nos grands médias qui, lorsqu'ils condescendent à évoquer le continent africain, préfèrent la plupart du temps parler de guerre, de massacres, de famine et surtout, parce que cela concerne directement l'Europe, de migration. Je n'ai encore jamais rencontré un seul migrant zambien en France ou ailleurs en Europe. Il est vrai que les rives de la Méditerranée sont bien éloignées de celles du majestueux Zambèze, ce fleuve long de 2750 km qui a donné son nom au pays. Le Zambèze est par sa longueur le quatrième fleuve du continent, après le Nil, le Congo et le Niger. Sur une distance de 797 km, il forme la frontière entre la Zambie, située sur la rive nord, et le Zimbabwe, situé sur la rive sud. Dans la partie centrale de cette frontière, il s'élargit pour devenir le lac Kariba, qui existe depuis la construction du barrage hydroélectrique du même nom, et lequel est l'un des plus grands barrages du monde, d'une hauteur de 128 mètres et d'une longueur de 579 mètres. Il fut construit en 1955, entre 1955 et 1959, et il avait été conçu par l'ingénieur français André Coine. À l'époque, la création de ce barrage avait entraîné le déplacement de près de 57 000 personnes et d'un nombre encore plus grand d'animaux sauvages. Je garde un souvenir impérissable de ma traversée du lac Kariba sur toute sa longueur, d'ouest en est, soit 220 km en 1992. Un petit ferry assurait la liaison entre le village zimbabwéen de Mlibizi, à l'extrémité ouest du lac, et la ville zimbabwéenne de Kariba, à l'extrémité est, à proximité de l'énorme barrage. J'étais monté à bord du ferry avec ma voiture et je m'étais installé sur le pont supérieur, d'où j'eus tout le loisir de contempler les éléphants venant boire au bord du fleuve, plutôt au bord du lac, durant les 24 heures que dura la traversée. La Zambie est un pays d'Afrique australe sans accès à la mer. La population est estimée à plus de 16 millions d'habitants pour une superficie de 752 614 km², soit une fois et demie la France. Il s'agit donc d'un vaste pays relativement sous-peuplé, sa densité s'élevant à 20 habitants au km² seulement. La capitale, Lusaka, est cependant une ville dont la population s'est plusieurs fois multipliée depuis l'indépendance, du fait de la migration en provenance des campagnes vers les zones urbaines. Elle compte de nos jours plus de 1 700 000 habitants. Je me suis rendu à plusieurs reprises en Zambie dans les années 90 et 2000, à l'époque où je vivais et travaillais dans le pays voisin, le Malawi, pays avec lequel la Zambie partage nombre de caractéristiques communes. Ces deux pays enclavés ont le même passé colonial et ils sont devenus indépendants la même année, 1964. Les ethnies bantoues qui peuplent l'est de la Zambie sont les mêmes que celles qui vivent au centre et au nord du Malawi. Les mêmes langues tribales se retrouvent donc des deux côtés de la frontière. Les deux peuples ont la nsima, ou nshima comme on l'appelle en Zambie, comme nourriture de base. Il s'agit d'une sorte de polenta de maïs blanc, lequel est abondamment cultivé dans les deux pays.
Le père de l'indépendance de la Zambie, Kenneth Kaunda, décédé paisiblement en juin dernier à l'âge respectable de 97 ans, était le fils d'un pasteur presbytérien venu du Nyasaland, c'est-à-dire de l'actuel Malawi. J'aimais à me rendre en Zambie durant de longs week-ends ou de brefs congés. Je garde un souvenir inoubliable de l'immense parc national de la Luangwa du Sud, où abondent les éléphants, les buffles et les girafes, les antilopes et les gazelles, et dont la rivière Luangwa, affluent du Zambèze, a donné son nom au parc, et qui regorge d'hippopotames et de crocodiles. D'une superficie de plus de 9000 km², ce parc est plus vaste que la Corse. C'est en Zambie que je découvris les majestueuses et incomparables chutes Victoria, qui sont les chutes d'eau situées sur le fleuve Zambèze, qui, nous l'avons vu, constitue la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Je découvris donc ces chutes depuis la ville zambienne de Livingstone. Le fleuve se jette dans la cataracte sur environ 1700 mètres de largeur et d'une hauteur qui peut atteindre un maximum de 108 mètres. Elle donne un spectacle très impressionnant, de par leur disposition particulière. Elle se jette en effet dans une sorte de longue faille du plateau pour s'échapper par un étroit canyon. En prenant en compte leur largeur, leur hauteur et leur débit, elles font partie des cataractes les plus importantes du monde, avec les chutes Niagara, entre le Canada et les États-Unis, et celle d'Iguazu, située entre l'Argentine et le Brésil. Depuis la ville zambienne de Livingstone, on les contemple de profil, ce qui ne correspond pas à l'image traditionnelle que le grand public en a. En effet, on ne peut les admirer de face qu'à une distance d'une centaine de mètres seulement, depuis le côté zimbabwéen de la frontière, à proximité de la ville qui porte le nom anglais des chutes, Victoria Falls. Je devais d'ailleurs ensuite traverser la frontière afin de les voir de face, assourdis par le bruit énorme que font ces millions de mètres cubes tombant d'une véritable falaise et recouverts de la vapeur d'eau émanant des chutes. D'ailleurs, en langue locale, des deux côtés de la frontière, ces chutes extraordinaires sont connues sous le nom ancestral de Mosiwatunya, la fumée qui gronde. C'est le célèbre missionnaire et explorateur écossais David Livingstone qui fut le premier voyageur européen à les contempler en 1855 et qui leur donna, en hommage à sa souveraine, le nom de Victoria. La ville zambienne, située sur la rive nord du Zambèze, porte quant à elle le nom du fameux explorateur Livingstone. Le séjour que je fis en Zambie en septembre 1991 me marqua particulièrement. J'avais traversé le pays en voiture de part en part, depuis la frontière du Malawi et la petite ville frontalière de Chipata et Livingstone, où je devais découvrir les chutes Victoria. La Zambie était alors en pleine campagne électorale. Les premières élections multipartites allaient avoir lieu après 27 années de régime à parti unique, sous la férule socialisante du premier président du pays et père de l'indépendance, Kenneth Kaunda, qui était d'ailleurs candidat à sa propre succession. À chaque ville traversée, surtout à l'approche de la capitale Lusaka, j'aperçus des cortèges de manifestants enthousiastes, dansant et brandissant des pancartes le long de la route. Ils chantaient les slogans de l'opposition et de son leader, lui aussi candidat, l'ancien syndicaliste Frederick Chiluba. Venant du Malawi, qui connaissait encore la dictature absolue et le régime de plomb du président à vie Hastings Kamuzu Banda, lui aussi au pouvoir depuis l'indépendance, ce spectacle me semblait incroyablement rafraîchissant. Jamais je n'aurais pu imaginer de telles scènes dans le pays où je vivais, où il n'existait aucun espace de liberté politique et où émettre la moindre critique du président à vie pouvait signifier la disparition et la mort.
Celui qui se serait rendu coupable d'un tel crime aurait immanquablement disparu après avoir été embarqué par la féroce police politique ou par les jeunes pionniers, la branche paramilitaire du parti unique. Témoin de ces joyeuses manifestations zambiennes, je réalisais alors que le vent du changement avait commencé à souffler, non seulement sur la Zambie, mais sur le reste du continent africain. Ce qui devait se produire dans de nombreux pays d'Afrique durant les années suivantes, y compris au Malawi, allait confirmer mon impression de ce mois de septembre 1991. Le 31 octobre suivant, les élections eurent lieu et l'impensable se produisit. Elles furent remportées par Frédéric Chiluba et son parti, le MMD, Movement for Democratic Change. L'inamovible Kenneth Kaunda, l'un des pères du panafricanisme et le champion de la lutte contre le régime minoritaire blanc de Rhodésie, contre l'apartheid sud-africain et contre le colonialisme portugais en Angola et au Mozambique, avait été battu par le vote populaire. Kenneth Kaunda, Keke comme on le surnommait, et son UNIP, son parti unique, anciennement unique, recueillirent moins d'un quart des suffrages, tant à l'élection présidentielle qu'aux élections législatives. Frédéric Chiluba devenait, avec plus de 75% des voix, le deuxième président de la République de Zambie et son parti, le MMD, qui n'existait pas quelques mois plus tôt, obtenait 74% des suffrages et 125 sièges au Parlement, contre 25 seulement à l'ancien parti unique. Le président sortant, Kenneth Kaunda, accepta le résultat et se retira de la vie politique, donnant ainsi un exemple de dignité à l'ensemble de ses pairs africains de l'époque qui tous, civils ou militaires, s'accrochaient au pouvoir en faisant usage de la force, de l'intimidation et de la répression. Ce résultat et la transition démocratique qui s'ensuivit firent l'effet d'une bombe sur tout le continent, et son onde de choc se fit particulièrement sentir chez les voisins immédiats de la Zambie, le Zimbabwe de Robert Mugabe, le Malawi de Kamuzu Banda et le Zaïre du maréchal Mobutu. La Zambie donnait une leçon à l'Afrique entière et elle inaugurait le chemin parfois chaotique et tumultueux de l'établissement de la démocratie sur le continent. Depuis 1991, la Zambie a continué à donner l'exemple, pas pour sa réussite économique malheureusement. Frédéric Chiluba et ses successeurs ont dû passer sous les fourches codines du Fonds monétaire international. Les gouvernements zambiens successifs ont dû en effet suivre les recommandations du FMI et privatiser de nombreuses entreprises, dont celle du cuivre, principale ressource du pays, et de la compagnie aérienne. Au début des années 2000, la poursuite du programme de privatisation a provoqué des licenciements massifs et une hausse considérable de la pauvreté. La Zambie a également montré l'exemple en ce qui concerne le fameux troisième mandat, que tant de chefs d'État africains ont tenté d'imposer à leur peuple au mépris de leur propre constitution. Après avoir tenté de faire amender la constitution qu'il avait lui-même promulguée afin de briguer un troisième mandat, Frédéric Chiluba, face aux protestations populaires, dut céder la place en janvier 2002 à son vice-président et successeur désigné, Levi Mwanawasa, qui fut ensuite élu président. Après les élections, le Parlement vota à l'unanimité la levée de l'immunité de l'ancien président Chiluba, qui fut mis en examen au titre d'une soixantaine d'inculpations concernant principalement des détournements de fonds. Ces charges furent finalement levées en 2009. À la suite de la dégradation de l'état de santé de Mwanawasa, le vice-président Rupia Banda assura l'intérim. Après la mort du président en août 2008, Rupia Banda fut élu pour terminer le mandat de son prédécesseur qui devait s'achever en septembre 2011. Candidat à sa propre succession, il fut battu par le chef de l'opposition, Michael Sata, qui devint ainsi le 5e président de la Zambie. Il s'agissait là de la seconde alternance démocratique que vivait la Zambie après celle de 1991. Le 28 octobre 2014, Michael Sata décéda à Londres, où il avait été hospitalisé. Le vice-président Guy Scott
devint président par intérim jusqu'à la nouvelle élection présidentielle devant être organisée en janvier 2015. Là encore, la Zambie se singularisait en affichant sa tolérance et son ouverture. Guy Scott est en effet un Zambien d'origine européenne, natif de Livingstone. Son père était un Écossais arrivé en Rhodésie du Nord, comme on appelait à l'époque la Zambie, en 1927, et sa mère, une Anglaise, arrivée en 1940. Edgar Lungu, ministre de Michael Sata, remporta l'élection de janvier 2015 pour un bref mandat. Il devait terminer le mandat présidentiel de son prédécesseur décédé, qui devait s'achever en 2016. Il fut réélu lors de l'élection de 2016 dans un scrutin très serré, face au chef de l'opposition, Hakainde Hichilema. C'est ce dernier qui devait entrer dans l'histoire en offrant à la Zambie sa troisième alternance démocratique et pacifique qui eut lieu à la suite de l'élection présidentielle du 12 août dernier. En effet, Hakainde Hichilema parvint à battre le président Edgar Lungu avec 59% des suffrages contre 38,71% seulement pour le sortant. Son parti, l'UPND, Parti unifié pour le développement national, gagna les élections législatives organisées le même jour, emportant 82 sièges, alors que le parti du président sortant en obtenait 59 seulement. Le 16 août, la victoire d'Hichilema fut annoncée par le président de la commission électorale et Edgar Lungu reconnut sa défaite le jour même en félicitant son concurrent, ouvrant ainsi la voie à une alternance en douceur. Hakainde Hichilema entra en fonction le 24 août après sa prestation de serment au stade des héros de Lusaka, devant une foule de partisans en liesse vêtus de la couleur rouge de l'UPND, ainsi que de plusieurs chefs d'État de la région venus saluer une transition opérée sans violence. Fait notable, le nouveau président avait tenu à inviter à sa cérémonie d'investiture, en plus des chefs d'État et de gouvernement, des chefs de l'opposition de plusieurs pays africains. Qui est donc Hakainde Hichilema, le 7e président de la République de Zambie? C'est un homme d'affaires, né en 1962 à Achipona, un village du sud de la Zambie, à environ 180 km au sud-ouest de la capitale. Il est issu de l'ethnie Tonga, l'une des principales ethnies du pays. Il a étudié l'économie et la gestion à l'université de Zambie, à Lusaka, avant de poursuivre ses études à l'université de Birmingham, en Angleterre, où il a obtenu une maîtrise en économie et gestion d'affaires. De retour au pays, il a dirigé un certain nombre de sociétés. Parallèlement, il est devenu le 2e éleveur bovin de Zambie, secteur où il a fait fortune. Hichilema a pris la tête de l'UPND en 2006. Ses activités de dirigeant de l'opposition l'ont conduit en prison. En effet, il fut arrêté le 11 avril 2017 après avoir été accusé de trahison et de complot contre le gouvernement. Cette accusation avait pour origine le fait qu'alors qu'il circulait en voiture, il avait refusé de céder la priorité au convoi présidentiel, mettant ainsi en danger, selon la police, la vie du président Edgar Lungu. Pour cela, il passa 4 mois en prison avant de bénéficier d'un non-lieu. Dans une interview qu'il donna par la suite à la BBC, Hichilema révéla qu'il avait été détenu en confinement solitaire et sans manger 8 jours de suite et qu'il avait même été torturé. Sa libération est intervenue après une forte mobilisation de la communauté internationale qui avait condamné son arrestation injustifiée. Il semblerait que le nouveau président ne soit pas rancunier, puisque la télévision zambienne l'a montré après l'annonce des résultats de l'élection, reçu au palais présidentiel et discutant tout en échangeant des plaisanteries avec le président sortant, celui-là même qu'il avait fait jeter en prison 4 ans plus tôt. La Zambie fait face à de nombreux défis. Elle est un grand exportateur de cuivre et de cobalt, mais les gisements sont de plus en plus inaccessibles et moins riches. Depuis cette année, les autorités zambiennes tentent de développer les extractions de cuivre pour répondre à la demande mondiale, car la transition énergétique est gourmande en cuivre. L'idée étant de faire du cuivre le pétrole du futur. La Zambie est d'ailleurs le 2e plus grand producteur de cuivre en Afrique et le 7e au monde.
En janvier 2021, les mines de Mopani, qui appartenaient depuis 2000 au géant suisse Glencore, lourdement déficitaires, sont à nouveau nationalisées par le gouvernement zambien en échange d'un dollar symbolique, ainsi que d'une reprise de dette estimée à 1,5 million de dollars. L'objectif du gouvernement zambien étant de retrouver un investisseur. La Zambie est un gros producteur de maïs, céréales indispensable, nous l'avons vu, à l'alimentation quotidienne des Zambiens. Les autorités ont essayé de développer l'agriculture d'exportation avec les cacahuètes et le tabac. Le pays est au palmarès des 8 premiers producteurs de coton d'Afrique de l'Est, du Sud et du Nord. En outre, les autorités tentent de développer le tourisme, un secteur très prometteur dans ce pays qui compte de nombreux vastes parcs nationaux et autres espaces protégés, riches en faune sauvage et en flore. Des pays voisins tels que la Tanzanie, le Botswana et la Namibie attiraient, avant la crise du Covid-19, des millions de touristes chaque année, amateurs de grands espaces et en quête de dépaysement. Sans doute est-il temps pour la Zambie de se faire une place dans ce marché prometteur lorsque la pandémie du Covid ne fera plus obstacle au voyage. Fin 2020, la Zambie avait accumulé une dette extérieure de 12 milliards de dollars, dont la moitié vient de créanciers privés. Presque un quart est dû à des prêteurs chinois. La Banque africaine de développement a évalué la dette publique zambienne à 80% de son produit intérieur brut de 2019, contre 35% à la fin de 2014. Selon une estimation de 2010, 60,5% de la population vivait sous le seuil de pauvreté et la Zambie est toujours l'un des 25 pays les plus pauvres de la planète. Même si la scolarisation a beaucoup progressé depuis l'indépendance, le taux d'analphabétisation atteignait encore 75% en 2005, la majorité des analphabètes étant féminines, du fait du manque d'accès des filles à l'école. En 2015, l'espérance de vie était de 61 ans et 3 mois. Comme dans toute l'Afrique australe, le taux de prévalence du VIH-Sida est très élevé. Le taux de 2016 était estimé à près de 12,4% des adultes entre 15 et 49 ans. En 2015, le taux de mortalité infantile était de 64 morts pour 1000 naissances. On le voit, la Zambie a de très nombreux défis à relever. Et ce ne sont pas des élections réussies et pacifiques qui régleront tous ces problèmes. Cependant, cette troisième alternance démocratique qu'a connue le pays depuis 1991 est un signe d'espoir pour l'Afrique. Un signe qui prouve à tous les afro-pessimistes que la démocratie peut bel et bien prendre racine sur ce continent. Espérons que l'exemple zambien fasse tache d'huile, une tache d'huile qui pourrait se répandre chez le voisin zimbabwéen par exemple, et qui pourrait même atteindre des contrées plus éloignées telles que le Rwanda, l'Ouganda ou le Tchad, pour n'en citer que quelques-unes. Pour terminer, chers auditeurs, je souhaiterais vous faire écouter « Stand and Sing of Zambia, Proud and Free », ce qui signifie « Levons-nous et chantons la Zambie, fière et libre ». C'est l'hymne national de la Zambie, dont la musique est exactement la même que celle de l'hymne national de la Tanzanie. En outre, depuis 1994, c'est également l'hymne de la nouvelle Afrique du Sud, sous le titre de Nkosi Sikelel' iAfrika, Dieu bénisse l'Afrique. Et il constitue, depuis les années de lutte contre l'apartheid, un véritable hymne panafricain. Voici donc la version zambienne, moins connue, mais tout aussi belle. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Sing of Zambia, proud and free, land of weight and joy in you.
free. Africa is our own motherland, fashioned with and blessed by God's good hand. Let us all our people join us one, brothers under the sun, oh one, strong and free. One land and one nation is our cry. Dignity and peace is our sky. Like a noble eagle in its flight. Zambia, praise to thee, oh one, strong and free. Praise be to God.